on a de la chance, il commence à faire super beau là, et normalement il devrait faire assez beau demain. Et même assez chaud, il devrait faire 8 degrés, ce qui est ouf. Et ça tombe très très bien parce que aujourd'hui, on va marcher ici, sur un glacier. Ça va être trop bien. Et dans les jours qui suivent, on va faire des grottes de glace aussi, probablement. Et ce genre de choses. Voilà, c'est trop bien. Alors, c'est assez intéressant et assez triste. Donc là, il y a un grand lac qui n'existait pas il y a 10 ans. Parce qu'en fait, ce glacier est en train de fondre. Et voilà. Et alors, autre chose. Donc là, ce que vous voyez, c'est donc le sable noir d'Islande. Mais par contre, le noir sur la glace, c'est pas du sable. C'est de la cendre, parce qu'on est juste à côté d'un volcan. Voilà. Et puis là, il y a un arc-en-ciel. Waouh! Difficile à rendre, mais on voit à travers la glace. C'est trop beau. You want me to fill it up for you? No one else gonna try the... C'est pas si froid, ouais. Non, il fait pas très froid. La glace est bleue et or en face de nous. Je vois pas le fond. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 3e épisode déjà. Comme vous l'avez vu, on a commencé sur une plage de sable noir assez particulière. On va regarder ça de plus près. Donc c'est une plage qui est assez connue en Islande pour plusieurs raisons. Déjà, il y a ces espèces de grands pitons noirs là qui sortent de la mer et qui sont vraiment très impressionnants. En plus de ça, on a ce sable très très noir qui fait un contraste assez dingue avec l'écume de l'eau et la mer, c'est très très photogénique. Et en plus de ça, derrière, de l'autre côté, il y a ces grandes falaises de basalte qui ont des formes assez folles, qui sont là encore très très noires, et par-dessus on voit là un peu de l'herbe qui est très verte parce que l'Islande, parce que la météo, tout ça. Et là vous voyez ici ces cerises, donc ça vous donne un peu une idée de la taille de la falaise, c'est vraiment hyper impressionnant. Donc justement, pour cette photo-là, ce qui était assez difficile avec le sujet, c'est que finalement c'est quelque chose qui est tellement alien, tellement inattendu, qu'il fallait que je trouve quelque chose pour qu'on comprenne au moins la taille. Donc, c'est quelque chose que j'évite de faire en fait dans mes photos de paysage, de mettre des gens dedans, pour plein de raisons, mais moi j'essaye vraiment de prendre des photos de nature et pas des photos qu'on pourrait appeler lifestyle ou quoi que ce soit. Mais pour certaines photos, c'est quand même beaucoup mieux. Là, je vais vous montrer 2 photos côte à côte. Si on met cette photo-là et cette photo-là, vous voyez bien que ici finalement on n'a tellement aucun repère, on sait absolument pas ce qu'on regarde, que ça pourrait faire 1 mètre comme ça pourrait en faire 15. Alors que là, avec une personne, ça donne un point de référence que tout le monde connaît. Tout le monde sait quelle est la taille d'une personne, et qu'elle fasse 1m70 ou 1m50, au final ça change pas grand chose, on voit bien que c'est absolument gigantesque par rapport à un humain, et donc c'est vraiment ça qui va donner la puissance à la photo. Et finalement, mettre ces photos côte à côte, ça permet très bien de se rendre compte à quel point rajouter un élément ou l'enlever, ça peut changer radicalement la façon dont on perçoit les images. Donc voilà, après, c'est des photos qui sont sympas, mais je ne les mettrai pas particulièrement en portfolio. Il y a aussi quelque chose qui m'a beaucoup amusé, là vous pouvez le voir sur le côté, c'est ces galets qui étaient très très noirs, et voilà, quand je parlais de contraste avec l'écume, je pensais à ça, c'est-à-dire des éléments qui sont à la fois très blancs d'un côté et très noirs de l'autre, ça va forcément donner quelque chose de très graphique.
En plus de ça, là, comme vous le voyez, si vous regardez ici, on est au 1/8 de seconde, ce qui est déjà assez lent comme vitesse, et surtout pour des sujets en mouvement. Là, au final, ce que je photographie, c'est des vagues, et donc du coup, c'est en mouvement constant, et même au 8e de seconde, on a déjà des formes qui se dessinent du fait de leur mouvement, donc c'est assez intéressant. Le problème dans ce genre de photo-là, c'est que forcément, c'est très aléatoire. En plus, à chaque vague, les pierres bougeaient, donc pieds étaient bougés par les vagues aussi, donc c'était compliqué. Donc là, vous voyez, si on regarde cette photo-là, puis cette photo-là, on voit déjà qu'il y a certains rochers qui ont bougé. Là aussi. Et donc, ce qui était compliqué, c'est d'avoir une composition qui était harmonieuse à partir d'une sorte de chaos que je ne pouvais pas vraiment contrôler. C'est-à-dire que je pouvais d'abord cadrer avec mon appareil photo et placer un peu les pierres comme je voulais, mais elles bougeaient, mais les vagues étaient différentes à chaque fois, et vous voyez, sans bouger mon appareil photo, j'ai des résultats qui sont extrêmement différents finalement. Et donc voilà, ça c'est un challenge que j'ai assez régulièrement, c'est d'essayer de trouver une composition à partir du chaos, à partir d'un sujet qui est très complexe et d'essayer de faire une photo qui est lisible. Et c'est pour ça que j'utilise la technique de la longue exposition, parce que la longue exposition va me donner des lignes ici qui sont intéressantes et qui vont aider à guider l'œil. Et après, j'ai pas d'autre choix que de prendre plusieurs photos et d'essayer d'en trouver une qui est intéressante. Voilà. Encore quelques-unes. Voilà, celle-là par exemple, la vague n'est pas montée jusqu'en haut. Du coup, ça fait une autre composition, mais c'est pas vraiment ce que je cherchais, quoi. Là, j'ai tourné un peu l'appareil photo en me disant, plutôt que faire des mouvements qui vont de haut en bas, je vais faire quelque chose un peu plus dynamique, un peu plus en diagonale. Voilà. Là, c'est vraiment des essais, il n'y a pas vraiment de règles, il y a quelques astuces de composition, mais globalement, il faut essayer, il faut regarder, et voilà, c'est compliqué. Une autre chose qui est intéressante et dont il faut se rappeler, c'est que plus on prend des sujets texturaux comme ça, très lisses, plus les imperfections sur le capteur vont être visibles. Et là, par exemple, vous le voyez, sur les autres photos, ça se voyait pas trop, mais là, on voit toutes les taches sur mon capteur. On en voit là, on en voit là, on en voit là, ici, ici, ici. Il y en a là, il y en a là, il y en a partout. C'est particulièrement un problème sur les appareils photo modernes, les appareils photo qu'on appelle mirrorless ou hybrides ou etc. Les appareils qui ne sont pas des appareils photo réflexes. Le principe des appareils photo réflexes, c'est qu'ils ont un miroir devant le capteur qui du coup va capter la plupart des saletés. Les appareils photo hybrides ont un capteur qui est complètement exposé. Ce qui veut dire que à chaque fois que je change d'objectif, j'ai plein de poussière qui arrive sur mon capteur. Il n'y a rien à faire. Et donc du coup, j'ai toujours avec moi une sorte de poire que je vais activer pour souffler sur mon capteur. Ne le faites surtout pas avec la bouche, parce que si jamais vous avez un petit postillon qui arrive sur le capteur, ça m'est déjà arrivé, il est fichu, ou en tout cas, il faut vraiment le ramener dans une boutique, et ensuite ils vont le ramener à la marque pour le nettoyer, etc. Donc surtout, utilisez une poire, que ça soit vraiment du vent sec. Et même comme ça, c'est quelque chose que je fais à chaque fois que je change d'objectif, je me retrouve quand même avec des saletés qu'on peut enlever avec un logiciel, mais bon, c'est toujours moins bien, ça veut dire que c'est de la texture qui est chopée ailleurs. Vous voyez, là, finalement, ça se voit un peu, c'est pas terrible, quoi. Donc vraiment, faire toujours attention à son capteur et le nettoyer au moins à la fin de chaque journée, c'est vraiment important. Là, il y avait quelque chose aussi qui me plaisait beaucoup en Islande, c'était le contraste entre la pierre qui était toujours très noire et l'herbe qui était souvent jaune. Et ça donne un duo de couleurs noir et jaune qui est quelque chose que j'aime beaucoup. Vous allez le voir dans d'autres photos après. Là, c'était un peu une photo test, mais dans une série que j'ai faite en Islande, j'ai beaucoup joué sur ce contraste entre le noir et le quasi doré, en fait. C'était pas mal. Ensuite, on arrive à ce genre de photo, qui est finalement quelque chose sur laquelle je me suis focalisé en Islande. C'est des photos très texturales. C'est-à-dire que là où dans des photos comme ça, on pourrait parler de photos de paysage, où on arrive à peu près à comprendre ce qu'on voit, moi je voulais vraiment abstractiser le paysage, je ne sais pas si c'est un verbe, mais vous voyez ici ce genre de texture là, ça me rappelait un peu ce que j'ai vu dans de la photo scientifique, où au microscope, on va prendre quelque chose qu'on voit assez régulièrement et en se rapprochant, on se rend compte qu'au lieu d'être tout lisse, ça a une texture très intéressante. Moi, je voulais un peu me rapprocher de cette esthétique-là et donc j'ai pris plein de photos, donc celle-là, mais surtout celle-là, vous voyez,
où en se rapprochant, en cassant complètement les jeux d'échelle, finalement on n'a aucune idée de ce qu'on regarde, et donc on va être aspiré par ces textures, par ces choses qui nous paraissent complètement aliens. Là, pareil, finalement, on ne sait pas ce que c'est une sorte de roche dans la roche, ça a une texture qui est très intéressante. Et c'est quelque chose que j'ai parlé déjà dans des vidéos précédentes, et là, je suis arrivé à un point où je me suis dit, ok, là, je tiens vraiment un sujet, et plus que ça, je tiens une série. C'est-à-dire que au lieu de prendre une photo par-ci par-là, je vais, pendant le voyage, essayer de comprendre pourquoi un certain type d'image me plaît, et je vais en créer une série qui va être cohérente et qui va dire quelque chose, non pas avec une ou deux photos, mais avec une multitude de photos qui, mises bout à bout, vont avoir du sens. Donc là, par exemple, il y a celle-ci, il y a celle-ci, il y a celle-ci. Vous voyez, et quand on les met côte à côte, on a une sorte d'esthétique qui se dégage. On a quelque chose qui... Alors, vous émeut ou pas, mais en tout cas, moi c'était le cas, et je me suis dit, ok, là je tiens quelque chose, et je fais quelque chose à partir de ce que j'ai devant moi. C'est-à-dire que plutôt de capter une image qui serait représentative de ce que j'ai devant moi de manière très frontale, c'est-à-dire, ok, très bien, quand j'arrive sur place, je vois ça, donc c'est ça que je vais prendre en photo, je vais au contraire regarder le paysage comme un potentiel, et m'approcher, me reculer et essayer de créer des motifs en cadrant. Et là, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que ces photos-là, c'est vraiment le cadrage qui va jouer et qui va faire ressortir une idée. Et donc, cette idée-là apparaît de plus en plus au fur et à mesure que la série avance et par l'exécution. À côté de ça, voilà, il y avait cette sorte de grotte de renfoncement sur la plage qui était vraiment intéressante. Là, il y a une sorte d'effet de surcadrage, de cadre dans le cadre que je trouvais assez intéressant. Encore une fois, des essais de texture. Là, ça a moins bien marché et en même temps, je trouvais qu'il y avait vraiment quelque chose d'intéressant avec ces sortes de colonnes de basalte qui me faisaient penser peut-être à des tuyaux d'orgue, quelque chose comme ça. Donc j'ai pas mal tourné autour. Au final, j'ai pas vraiment trouvé ce que je voulais faire ou une composition qui était intéressante. En plus, c'était compliqué parce que tout le monde grimpait dessus, donc c'était difficile d'avoir juste de la texture. Par contre, quelque chose que j'ai bien aimé finalement, c'est ces sortes de fêlures dans la pierre qui avaient, vous voyez là, cette courbe, je trouvais cette courbe très très belle. Parfois, je suis vraiment obsédé par des choses très très précises, mais voilà, ça c'est une courbe qui est parfaitement naturelle et qui en même temps a une sorte de précision mathématique que je trouvais très intéressante. Là, pareil, cette chose un peu sinueuse, on dirait presque une sorte de rivière prise par photo aérienne. Enfin voilà, là je trouvais qu'il y avait quelque chose. Cette photo-là est pas terrible, mais vous verrez dans une prochaine vidéo qu'en fait, je suis retourné sur place un peu plus tard et que j'ai continué la série et que j'avais eu le temps d'y réfléchir et j'ai trouvé des meilleures compositions. Après, comme vous l'avez vu dans les stories au début, on est allé marcher sur un glacier et alors là, c'était complètement fou à nouveau. Voilà, c'était de la glace gigantesque. Là, c'était très difficile d'avoir une notion d'échelle parce que la glace est en train de fondre et du coup autour de cette glace il y a de l'eau, il y a une sorte de lac, ce qui fait que personne ne peut se mettre devant et on n'a finalement pas vraiment de notion d'échelle. Donc j'ai essayé de faire des compositions un peu plus abstraites, un peu plus texturales comme celle-là. Je crois que j'ai une photo après, voilà, sur celle-là on se rend un peu plus compte déjà de la taille, parce que ici, en tout petit, on a des gens au pied du glacier. Donc là, tout d'un coup, on se rend compte de l'immensité. Là, c'est vraiment un des plus grands glaciers d'Islande, si ce n'est le plus grand. Et donc voilà, on se rend compte à quel point c'est gigantesque, à quel point c'est impressionnant. On a à la fois le sable noir ici, qui est le sable islandais, et la cendre, qui est en fait la cendre qui vient du volcan. En fait, ce qu'on voit là, on s'en rend pas vraiment compte, mais c'est un volcan qui a explosé il y a pas si longtemps que ça, et du coup ça c'est la cendre qui vient de la dernière explosion. Donc encore une fois, je parlais de contraste avant, le contraste blanc, bleu et noir, c'est hyper impressionnant. Si tout avait été blanc, ça aurait été beaucoup plus difficile de détacher les différentes profondeurs, alors que là on se rend compte à quel point c'est escarpé, on se rend compte de toute la forme de la glace, voilà, c'était très intéressant.
Donc j'ai pris plusieurs photos en me demandant comment je pouvais jouer avec ça. J'ai essayé de prendre des photos de la montagne qu'il y avait derrière. Donc là, c'était vraiment l'idée d'avoir plusieurs éléments dans la même photo. À la fois de l'eau liquide, le glacier qui est encore un peu intact, et vraiment la pierre et la neige là-haut, puis le ciel. Donc essayer d'avoir différentes strates comme ça. Là, pareil, toujours des jeux des strates, d'avoir à la fois ce sable qui est très très noir, qui est très particulier, cette eau qui a une couleur un peu grise assez intéressante, ce triangle là que j'aimais bien, j'aurais bien aimé trouver une composition sympa, j'aurais pu m'avancer un peu et avoir un double triangle, à vrai dire je me rappelle plus trop pourquoi j'ai pas fait ça. De la montagne, du ciel, bon voilà, tout ça c'est des essais de composition que je vous montre, mais au final il n'y a rien qui était très concluant. À nouveau, j'essaye des photos un peu plus texturales. Là, on s'en rend compte, en fait, la glace, elle est pas lisse du tout. Il y a énormément de détails, de matière. Il y a une des vidéos là où je tourne un peu autour d'une glace et où je vous montre qu'en plus, c'est semi-transparent. Donc, on voit les bulles à l'intérieur. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'assez dingue. Donc, je me suis pas mal concentré là-dessus aussi. Là, pareil, je trouvais qu'il y avait un côté presque dramatique. On dirait presque une sorte de porte. Ça me fait penser un peu au Seigneur des Anneaux, je sais plus si c'est dans le 2 ou le 3, où ils sont dans un tout petit radeau, là, et ils passent dans cette sorte de gorge. Enfin, voilà, ça m'évoquait des choses. C'était très difficile finalement de trouver une composition. Ce que je disais au début, de trouver une composition dans le chaos. Là, il y a plein de choses, et essayer de faire quelque chose d'harmonieux, une photo qui est lisible, c'est très compliqué. Donc j'ai pris pas mal de photos, et au final, je suis pas sûr d'avoir vraiment réussi. Encore une photo de texture. Là, c'était une sorte de grotte, et donc avoir quelqu'un dedans, ça permettait d'avoir un peu plus une notion des distances aussi, de se rendre compte que ça, c'est vraiment un trou béant qu'on pouvait passer en dessous. Ensuite, on est monté en haut du glacier. Là, c'était vraiment très intéressant parce que le soleil commençait à se coucher et surtout à passer à travers les nuages. Donc là, je suis au-dessus de la glace et j'essaye de faire une composition où il y a une sorte de chemin où l'ouverture dans la glace nous mène à cette eau qui est en fait de la glace fondue. Hein. C'est un lac qui n'existait pas une dizaine, quinzaine d'années, quoi. C'est assez triste. Là, ce genre de composition, c'est intéressant. Si on regarde en bas, là, je suis au 200 mm, ce qui était ma focale maximum, ma focale la plus longue en Islande. Et ce qui est intéressant avec le 200 mm, c'est que ça va rapprocher les différents plans. Si je l'avais pris en grand angle, cette partie du glacier aurait semblé plus petite, et surtout la mer aussi, elle aurait paru très très loin. Là, le fait d'utiliser un 200 mm, ça permet d'avoir cette partie-là qui était peut-être à 4-5 mètres de moi, celle-là qui était à 50, et celle-là peut-être à 200, et finalement de les mettre vraiment côte à côte, et d'avoir l'impression que c'est presque un seul plan, ou en tout cas que les plans sont très très rapprochés, et ça, cet effet de compression, ce qu'on appelle la compression de perspective, ça peut être vraiment intéressant à utiliser en photo de paysage. Je sais que les gens pensent beaucoup au grand angle quand ils pensent paysage, alors qu'au contraire, c'est beaucoup plus intéressant de jouer avec des très longues focales, ce qui permet de rapprocher différents éléments, et qui peut donner des compositions vraiment très intéressantes. Encore une fois, je suis vraiment obsédé par les textures. Donc là, pareil, cette espèce d'éclair au milieu de la glace, là, je trouvais ça vraiment intéressant. Donc j'ai pris pas mal de photos comme ça. J'ai pris ça aussi, qui était quasiment une photo macro. Et alors là, il y a un autre problème, qui est un problème bêtement pratique en voyage. C'est qu'on ne peut pas vraiment monter tout seul sur ce genre de glacier. Donc j'étais avec un groupe de gens, et pour prendre ces photos qui étaient quasiment un macro, j'étais obligé de faire du focus stacking, c'est-à-dire de prendre une 50aine de photos pour que ce soit net d'ici à ici. Et en fait, à un moment, le groupe était parti, il fallait vraiment que je les suive. Donc, j'ai pris des photos de là à là, et puis pas après. Du coup, c'est très flou, et on sent qu'il y a du potentiel, mais c'est pas fini. Donc, voilà. Ça, c'est une photo que je n'aurai jamais en entier, d'une certaine manière. C'est un peu dommage. Ça fait complètement partie du voyage. Parfois, on prend pas une photo parce que pas le temps. Voilà. Ça, je trouvais ça vraiment intéressant aussi. Je parlais dans une autre vidéo de quelle émotion on peut donner dans une photo de paysage. Et là, ce côté très escarpé, presque dangereux, et ce trou qui mène un peu à rien, je me disais, ah là, ça fait presque peur finalement, ce côté très escarpé. Ça me donne une sensation qui est pas forcément une sensation de vertige, mais en tout cas
ce trou qui mène je ne sais où, ça m'évoque quelque chose. Voilà. Ensuite, comme je vous disais, quand je prends une photo à la verticale que j'aime bien, j'essaye d'en prendre une à l'horizontale. Ça ne veut pas forcément dire que je vais la prendre exactement au même endroit. Pour cette photo-là, pour la prendre à l'horizontale, en fait, je me suis reculé un peu pour garder cet élément un peu escarpé, mais pour mettre à l'horizontale toute cette partie-là, là, et faire une sorte de contraste entre ce premier tiers en bas qui est blanc et qui mène un peu quelque part, et ensuite, ici, la partie noire, l'eau, la lumière qui arrive par ici, là, ça donne une composition qui est un peu plus ouverte, et qui est finalement très différente d'ici, alors que je suis à 1 mètre d'écart entre cette photo-là et cette photo-là. Donc vous voyez, finalement, faire une photo à l'horizontale et une verticale, ça peut vouloir dire des choses complètement différentes. Encore une fois, là, je joue pas mal avec des perspectives qu'on appelle des perspectives à un point de fuite, c'est-à-dire que les grandes lignes de l'image vont toutes vous amener à un point. Donc là, vous voyez, on a tout ça là qui nous mène vraiment vers le centre de l'image. L'œil est complètement happé par cette espèce de trou noir où on ne sait pas vraiment où ça donne. C'est assez intéressant de jouer avec ça. Je la fais à la verticale et à l'horizontale. Là, c'est marrant, vous voyez, à l'horizontale, on n'a pas la même sensation, où finalement, on se sent presque entre les murs, beaucoup plus qu'ici, finalement. On se sent presque serré, ça donne une impression très différente, alors que j'ai juste tourné mon appareil photo. Je continue avec un autre cadrage, c'était vraiment un endroit que je trouvais très intéressant, un peu flippant et tout. Et finalement, je sors, et là, le soleil commence vraiment à se détacher des nuages. Alors là, vous vous rendez compte que c'est une photo assez sombre. Et je vais mettre les 3 bout à bout et vous allez comprendre pourquoi. Voilà, en fait là c'est tout simplement une photo en HDR. Donc l'HDR en photographie, ça peut vouloir dire plein de choses. C'est pas forcément 3 photos, ça peut être 2 photos, ça peut être 5 photos, ça peut être 9 photos. Et elles peuvent être espacées d'un certain nombre de diaphes, c'est-à-dire de différences de luminosité entre elles. Là, en l'occurrence, c'est de l'HDR à 3 photos, parce que ça me suffisait à peu près. Ici, j'avais assez de détails dans les hautes lumières. Ici, j'avais assez de détails dans les ombres. Et là, c'était une composition moyenne qui me donne une idée de la couleur normale, disons, et des détails un peu ici. Alors ce qui est intéressant avec cette composition en HDR, c'est qu'en réalité, pour faire la photo finale, qui est celle-ci, je n'ai pas seulement combiné ces 3 photos-là, mais en fait beaucoup plus de photos. J'ai d'abord combiné ces 3 photos-là pour me donner une photo en HDR, mais si vous regardez bien, la mise au point est faite ici, mais elle n'est pas faite là. Donc ce qu'il a fallu que je fasse, c'est prendre plein de photos en HDR à différentes mises au point, pour ensuite les mettre toutes dans Photoshop. Donc au final, pour avoir cette photo-là, il a fallu que je prenne à peu près une vingtaine de photos, que je fasse des HDR à partir de chaque groupe de 3 photos, qui me donnaient des photos qui étaient bien exposées avec assez de détails, mais avec une profondeur de champ assez courte. Et une fois que j'avais toutes ces photos-là, je les ai mises dans Photoshop pour les combiner et pour avoir une profondeur de champ qui était beaucoup plus longue que ce qui était possible physiquement, pour avoir une photo qui était nette d'ici à là et qui laisse l'œil se balader librement dans l'image, parce que finalement il y avait plein de choses que je trouvais intéressantes. La cendre ici, le reflet du soleil jaune sur la glace un peu bleue, cette espèce de pic là de triangle, la montagne, volcan très noir, le vert, le soleil, enfin voilà. Là, l'idée, c'était vraiment de laisser l'œil s'attarder sur chaque détail, ce qui n'était pas vraiment possible sur cette photo-là, parce que c'est flou et que l'œil ne va pas regarder les endroits qui sont flous, quoi. Ensuite, autre composition d'images, vous allez les voir les unes à côté des autres, vous allez comprendre tout de suite, c'était une panoramique. Là encore, c'était une panoramique assez technique à faire, parce que j'avais à nouveau besoin de l'HDR pour avoir de la matière ici et en même temps pas cramer complètement le ciel. Et donc d'un point de vue technique, comment j'ai fait ? Capture One ne permet pas de faire des panoramiques. Capture One ne permet pas de faire des panoramiques. Et encore moins des panoramiques en HDR. Les panoramiques en HDR, ça veut dire qu'il faut prendre plusieurs photos, en faire de l'HDR, puis les mettre en panoramique. C'est un peu compliqué. Mais si vous avez une copie de Lightroom, ce que vous pouvez faire, c'est mettre les photos dans Lightroom, que j'utilise juste pour ça.
sélectionner vos images et ensuite faire tout simplement un clic droit, Photo Merge HDR Panorama, et il va vous faire à la fois le panorama et l'HDR, et vous vous retrouvez avec ce fichier-là, qui se trouve être un DNG, donc un fichier RAW, que vous pouvez retoucher comme tel, gigantesque, vous voyez la résolution, que vous pouvez ensuite exporter en tant que DNG et retoucher comme vous voulez dans Capture One ou dans Photoshop ou dans ce que vous voulez. Moi, il se trouve que je préfère Capture One. Et donc voilà, et ça vous permet d'avoir un fichier de très très bonne résolution, de très bonne qualité, HDR panoramique. Voilà, ça c'est le genre de photo qui peut pas être prise sans ce genre de technique. Ensuite, comme vous voyez, c'était la fin de la journée, donc on est descendu du glacier, j'ai essayé de reprendre un peu quelques photos. Là, vous voyez, j'ai à nouveau essayé de faire des jeux de profondeur comme ça, mais bon, définitivement, ça marchait pas. J'ai essayé de prendre des photos avec des gens pour qu'on se rende un peu plus compte de la taille du glacier par rapport à nous. Après, moi, j'ai beaucoup de mal à mettre des gens comme ça en doudoune sur des photos. Finalement, c'est une question que je me pose pas mal parce que une photo sans personne comme ça, on n'a pas vraiment d'éléments et on n'arrive pas à vraiment comprendre la taille de ce qu'on regarde, et en même temps quand on est comme ça, je trouve que c'est pas mal gâché, qu'on s'attarde trop sur les gens et que au final, moi c'est pas vraiment le genre de photo qui me parle. Et enfin, dernière photo pour aujourd'hui, on redescend et là le ciel commence à prendre une petite teinte un peu rosée. J'aimais beaucoup ces deux petits pics là et toute cette texture ici qui nous amène sur l'eau. Donc voilà, ça c'était la dernière photo que j'ai prise ce jour-là. Au final, ce qui était assez intéressant dans cette espèce de randonnée dans le glacier, et c'est le genre de choses qui arrivent, c'est qu'on peut voir des choses qui sont très très belles parfois, et en même temps avoir beaucoup de mal à en tirer des photos qui sont correctes. Là, je vous ai montré plein de photos, plein d'essais, et au final, mis à part ce panoramique qui est un peu mignon, mais à qui j'ai l'impression qu'il manque encore un peu quelque chose pour que ça soit vraiment une bonne photo, bah j'ai fait beaucoup d'essais, mais il n'y a pas vraiment grand-chose qui soit assez dingue pour finir dans le portfolio. Et pourtant, c'était un endroit qui était vraiment magnifique, quoi. Mais voilà, parfois il faut faire la distinction entre des endroits qui sont magnifiques mais pas forcément très photogéniques, ou alors des endroits qui sont magnifiques mais qui sont assez difficiles à photographier, et parfois on est dans cet état d'esprit-là et parfois on l'était pas. En fait, finalement, le matin même, comme j'ai beaucoup été marqué par les textures, les choses comme ça, je me suis finalement plus attardé sur ce genre de texture que sur des grands paysages comme ça. Et j'étais dans une sorte d'entre-deux qui fait que j'ai pas vraiment réussi à prendre des photos qui étaient dingues. Ça arrive, l'important c'est que ça arrive pas tous les jours du voyage. C'est aussi positif parce que finalement j'avais aussi une sorte d'obsession et je réfléchissais un peu à tout ça et ça a mené à une série qui était intéressante par la suite. Mais voilà, ça fait partie du voyage, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à gérer aussi, apprendre à gérer la frustration dans le voyage, de se dire ok, parfois on va voir des choses qu'on attend depuis des mois, voire des années, on veut y prendre des super photos et au final les photos sont pas aussi dingues qu'on voudrait qu'elles le soient. Ça peut être à cause de la météo, ça peut être à cause de l'humeur, ça peut être à cause de la fatigue aussi, qui est quelque chose qui joue beaucoup en voyage. Il faut apprendre à gérer ça, ça fait complètement partie du métier de photographe. Et il faut savoir se relever, il faut faire en sorte que ça ne gâche pas tout le voyage et que le lendemain, quand on va voir quelque chose, eh bien, on soit à nouveau prêt pour essayer de prendre des photos intéressantes, de comprendre pourquoi ça n'a pas marché la veille, etc. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent, il faut savoir vivre avec, il ne faut pas se laisser décourager, et comme vous allez le voir plus tard, finalement, tout est bien qui finit bien, j'étais très content de mes photos à la fin du voyage. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve comme d'habitude dans 2 semaines en Islande, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des likes, à commenter, à vous abonner pour voir la suite comme d'habitude. Merci beaucoup pour tous vos gentils mots et pour tous ceux qui me suivent, et à bientôt!